Bonjour, donc on m'a demandé une petite vidéo sur Kepler. Kepler, bon, tout simplement c'est de la mécanique. Mécanique et c'est la suite de tout ce qui est les mouvements. Alors, Kepler c'est autour de 1500, entre 1500 et 1600, je ne sais plus la date exacte. Et lui, bah, il regardait le Soleil et ce qui tournait autour du Soleil, et il a énoncé les lois. Sa première loi de Kepler, c'est que le mouvement des astres c'est entendu les planètes, autour du Soleil, est un mouvement elliptique. Donc elliptique, un petit souci de, comme d'hab, voilà, ça revient, elliptique. S'il y a eu une petite coupure, c'est pas grave. Donc est un mouvement elliptique. Mouvement elliptique, c'est-à-dire que c'est une ellipse tout simplement. Une ellipse, c'est quoi? C'est quelque chose comme ça. En gros, vous avez votre cercle, et alors, un beau cercle bien sûr, et vous imaginez que vous l'aplatissez en haut et en bas. Et vous donnez cette espèce de forme, alors une jolie forme bien sûr, moi j'ai fait à l'arrache comme ça. Et tout simplement, quand vous l'aplatissez, il faut imaginer que le centre il se casse en deux morceaux. Et vous aurez un centre ici, un centre ici. Ça s'appelle plus des centres, ça s'appelle des foyers. Foyer 1 et foyer 2. Vous pouvez faire le contraire, foyer 2 et foyer 1, c'est pas beaucoup d'intérêt. Ici, quand vous tracez cet axe-là, je vais le faire d'une autre couleur. Quand vous tracez cet axe-là, ça s'appelle le grand axe, en rouge. Et ici, en noir, le petit axe. Il faut qu'il s'arrête bien là où il faut, il s'arrête, hop. Ah, fait chier, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, je vais le faire 20, on s'arrêter ici. Voilà, mais bon, il n'y a pas ça là. Voilà. Donc là, c'est le grand axe, le petit axe. Et nous, ce qui va nous intéresser en général, c'est la longueur qui est. Je vais changer de couleur. La longueur qui est ici. On appelle ça donc A, tout simplement. Le demi-grand axe. Un demi du grand axe. On verra ça après. Ok pour ça. Et donc je répète, la première loi de Kepler nous dit que le mouvement des astres autour du Soleil est un mouvement elliptique. Et je finis. Et le Soleil, il est sur un des foyers. Soit le Soleil sera ici, soit il sera ici. D'accord? Il est sur un des foyers. Ça veut dire que, grosso modo, vous aurez le Soleil qui est ici. Il y aura une première ellipse, par exemple, et ça, c'est le mouvement de la Terre. Vous aurez une deuxième ellipse, et ça sera le mouvement, je dis n'importe quoi, de Mars, par exemple, etc., etc. Voilà pour la première loi de Kepler, qui est assez simple. Vous n'avez pas beaucoup de questions dessus. Juste ça suffit, avec les grands axes, le demi-grand axe, etc., etc. Alors, et la loi, donc je répète, le mouvement des astres autour du Soleil est un mouvement elliptique. Voilà, c'est la loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, elle est assez simple. Alors, elle n'est pas facile à énoncer, et vous avez plein d'énoncés différents, donc selon les bouquins, selon votre prof. Vous faites comme vos profs y font. On va supposer que le Soleil est ici. On va supposer qu'on parle de la Terre ici. Terre en position A, on va supposer qu'on tourne comme ça. Terre en position B. Et on va tracer le vecteur ST. Donc on trace le vecteur ST. Et le vecteur ST, bah, il avance. Et il va balayer une aire que je vais faire en vert ici. L'aire, c'est la surface. D'accord? Une surface en mètre carré, en mètre carré, en tout ce que vous voulez, mais c'est une surface. Donc, votre segment ST, il balaye cette surface-là. On va supposer que, ici, on a une deuxième position. Donc, troisième position, pardon, TC, donc la Terre en position C, on continue à tourner, la Terre en position D. Et que, pareil, le vecteur ST, donc Soleil-Terre, il va balayer cette surface-là. D'accord? Ici, c'est la surface 1, ici, c'est la surface 2. Et la deuxième loi de Kepler nous dit simplement que si S1 est égal à S2, d'accord? Donc si le vecteur ST balaye des aires identiques, alors, on va mettre un petit si, le temps pour aller de, je vais pas mettre ça, je vais l'écrire comme ça, le temps pour aller de A à B est égal au temps pour aller de C à D. Donc le vecteur ST balaye des aires identiques en des temps égaux. Ça veut dire que si on met 4 jours ici pour aller de TA à TB, on mettra 4 jours pour aller de TC à TD. Conséquence, parce que c'est ça qui est intéressant,
La conséquence, je pense que vous allez la faire toute seule, que vous allez l'apprendre assez rapidement. La conséquence, c'est que, on va supposer que ça c'est la vitesse 1, et là c'est la vitesse 2, sur ce petit bout là. Vitesse 1 c'est la vitesse passée de A à B, vitesse 2 passée de C à D. Bah, tout simplement, vitesse 1 est supérieure à vitesse 2. Pourquoi? Il y a plus de distance à parcourir entre A et B que entre C et D. Donc je répète, il y a plus de distance à parcourir entre A et B que entre C et D. Donc s'il y a plus de distance et qu'on met le même temps, bah, automatiquement, on court plus vite. C'est la conséquence. Ok pour ça. La troisième lettre Kepler, bah, le problème c'est que il faut que je la démontre. Et avant de la démontrer, on va faire un peu de travail. Donc on a vu depuis le tout début que la dérivée de l'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors moi j'aime bien mettre mes petits t ici, mes petits t ici. Voilà, ça on le sait. Ça on va dire que c'est toujours vrai. D'accord? Et si on est dans un mouvement circulaire, ça veut dire que souvent dans vos exercices, vous aurez peut-être une première question sur la première loi de la deuxième loi de Kepler, mais très rapidement on va vous dire, on suppose que le mouvement est circulaire. Pour une raison fort simple, vous n'avez pas étudié les équations d'ellipse ou les fonctions elliptiques, c'est plutôt les équations d'ellipse en maths, c'est plus au programme depuis un paquet d'années. Donc on va pas vous faire travailler sur les ellipses, on va vous faire travailler sur les cercles, tout simplement. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas non plus beaucoup de connaissances sur les équations de cercle, mais en physique on va pas vous demander grand chose. Donc, on va vous dire très rapidement que, au final, la Terre est tournée autour du Soleil et on va supposer que le mouvement est circulaire. Dans un mouvement circulaire, alors on pourrait travailler sur une base classique, X et Y. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir ce cercle dans ce référentiel-là. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle la base de Freinet. La base de Freinet, c'est si j'ai le point A qui est ici, je vais tracer un vecteur tangentiel, d'accord, qui va dans le sens du mouvement, et le vecteur normal qui va vers l'intérieur du cercle. Si mon point, bon donc c'est la Terre qui se balade, elle est en position A, après elle passe en position B, mon vecteur tangentiel il va être ici, et mon vecteur normal, toujours dirigé vers le centre, il va être là. Sur ces deux vecteurs unitaires, ça veut dire que la norme de n est égale à la norme de t, d'accord, est égale à 1 tout simplement. C'est comme vos vecteurs qui sont ici, le O, I et J, qui sont des vecteurs unitaires. Sauf que là, dans O et J, votre paire il est fixe, et là votre paire, votre base de Freinet, elle bouge, elle est accrochée. D'accord, c'est comme si vous avez planté vos piquets, d'accord, sur la Terre, d'accord, et donc votre base, elle bouge en même temps que votre solide qui tourne autour du Soleil, si on a le Soleil ici, et que c'était la Terre qui était en haut, qui tourne autour. Donc, mouvement circulaire, on a ça. Et tout simplement, dans un mouvement circulaire, l'accélération, elle vaut dv sur dt, vecteur tangentiel, plus v au carré sur r, vecteur normal. C'est à prendre par cœur. Dès qu'on a un mouvement circulaire, ça vaut ça. Alors vous allez me dire, mais oui, mais tu viens de nous dire que ici, A est égal à ça. Bah oui, A, ça c'est toujours vrai. Et si jamais on est dans un mouvement circulaire, eh bien, en travaillant cette équation-là, dans la base de Freinet, on obtient cette équation-là. Donc il n'y a pas de contradiction. D'accord? Donc ça c'est toujours vrai. Et dès qu'on vous dit mouvement circulaire, vous pouvez dire donc A égale dv sur dt, vecteur tangentiel, plus v au carré sur r, vecteur normal. Je rappelle que v c'est la norme de la vitesse, et que R c'est le rayon, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est le rayon du cercle. D'accord, je vous rappelle quand même, parce que vous avez vraiment des soucis dessus, en termes de compréhension, dv sur dt, vous pouvez considérer que c'est variation de vitesse sur variation de temps, à la seule condition que delta t tende vers 0. D'accord, et variation de vitesse, ça veut dire vitesse finale moins vitesse initiale, hein. Je rappelle que delta t, c'est un temps final moins un temps initial. Déjà, delta t, il va être toujours positif. Et ça, bah, si vous accélérez, c'est positif, parce que votre vitesse finale va être supérieure à votre vitesse initiale. N'oubliez pas de faire pause, hein, si vous avez un souci, si ça va trop vite. Vous faites pause, vous réfléchissez, d'accord. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire avec une princesse et une sorcière et un roi et un prince, d'accord. En maths et en physique, ou en physique principalement ici, quand on ne comprend pas, on fait pause, on prend le stylo et on décrit, d'accord. Quand on raconte une histoire, la télévision, un film, on n'a pas besoin de réfléchir. À un moment, on réfléchit, d'accord. C'est pas... si on devait... je fais juste une aparté, hein, si il suffit juste qu'on vous fasse un cours pour que tout soit compris, on serait tous des Einstein. On prendrait un bouquin, on le lirait, et ça y est, on serait des grands connaisseurs de la physique quantique, de la relativité restreinte, etc. etc. C'est absolument pas ça.
les maths et la physique, on prend le stylo, on donne une information, on l'écrit pour la comprendre. Donc je reviens, delta V, il peut être positif si votre vitesse finale est supérieure à la vitesse initiale, il sera négatif si votre vitesse finale est inférieure à la vitesse initiale. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'accélérer, là, vous êtes en train de décélérer. Donc, on va regarder des exemples. Donc, je rappelle qu'on est dans un mouvement circulaire, toujours ici, hein, je n'ai pas changé d'idée. On est dans un mouvement circulaire. Donc, on sait que le vecteur A, il vaut le vecteur dv sur dt, vecteur tangentiel, plus v au carré sur r, vecteur normal. Juste, on va tracer 2-3 petites choses. Donc, on va supposer que je suis ici. C'est la Terre, c'est le Soleil qui est ici. Alors, je vais mettre Terre comme ça, parce que sinon, on va confondre avec le vecteur. On tourne dans ce sens-là, et donc mon vecteur tangentiel, il est comme ça, et mon vecteur normal, il est comme ça. On va supposer que A, il vaut 2t, plus, donc 2 fois le vecteur tangentiel, plus 3 fois le vecteur normal. Ça veut dire que ça vaut ça, et donc je suis en train d'accélérer, et que ça vaut ça. Et tout simplement, je vais tracer en rouge ce vecteur accélération. Donc on a dit 2 fois le vecteur tangentiel, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois le vecteur normal, 1, 2, 3. Mon vecteur accélération, il est ici. Petite remarque, le v au carré sur r, ça peut être que positif. Hein. Ça veut dire que ici, le 3, ça peut être 0. Ça va être compliqué d'avoir 0. Hein. Excusez-moi, je ne redis pas, ça peut pas être 0. D'accord? Mais ça peut être un nombre qui est très proche de 0, mais dans tous les cas, il sera positif. Alors juste pourquoi ça peut pas être 0? Parce que sinon, bah, si ça vaut 0, c'est que v vaut 0, et si v vaut 0, c'est que vous n'avez pas de mouvement, tout simplement. Donc vous n'êtes pas en train de faire un mouvement circulaire, parce que pour qu'il y ait un mouvement circulaire, il faut que votre objet il tourne, donc il a une certaine vitesse. Autre exemple, donc je vais... faites pause, hein, prenez des notes, je vais juste effacer ça, je vais changer les chiffres, je vais effacer ça. Voilà, on va pas tout refaire à chaque fois. Et tout simplement, on va supposer par exemple que A est égal à moins 1 fois T, donc moins T tout simplement, hein, plus 2A. Plus 2N, pardon. Donc j'ai toujours mon cercle, la Terre qui est ici, je tourne comme ça, donc mon vecteur tangentiel il est comme ça, et mon vecteur normal dirigé vers le centre du cercle. Et tout simplement je vais tracer. Donc moins T, plus 2N, et donc mon vecteur accélération, c'est celui-ci. Donc on voit qu'il est dirigé vers l'arrière. Tout à l'heure, donc faites marche arrière, faites pause, faites marche arrière sur la vidéo, le vecteur accélération était dirigé comme ça. On est en train d'accélérer. Et là, le vecteur accélération est dans l'autre sens, c'est un peu dirigé vers l'arrière, donc on est en train de décélérer. Voilà un petit peu pour ça. Après, bah, le but c'est d'arriver à la troisième loi de Newton. Assez basique, hein. Donc, le classique, hein, qui est où? Donc, je ne vais pas tout refaire. On étudie le mouvement, donc je le fais à l'oral, hein, j'écris un petit peu, mais on étudie le MVT, le mouvement de la Terre, donc de ce qui tourne. Hein. Ça peut être la Terre, ça peut être un satellite, ça peut être la Lune autour de la Terre, ça peut être un satellite de Mars, ça peut être un satellite qu'on a envoyé, ça peut être moi si vous m'envoyez dans l'espace et que je tourne autour de la Terre ou autour du Soleil. Donc on étudie le mouvement de la Terre dans notre exemple. D'accord? Dans le référentiel, bah, la Terre est autour du Soleil. On suppose toujours que le mouvement il est circulaire hein, quand on étudie. Hein. D'accord? La Terre est autour du Soleil, donc c'est le mouvement héliocentrique. Hélios, comme lieu du Soleil, centrique. Considéré comme galiléen. Le fait de dire que c'est galiléen, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir utiliser les lois de Newton, et en particulier la seconde. On fait le bilan des forces. On est dans l'espace. Hein. Donc le bilan des forces, dans l'espace, il n'y a pas de frottement. Donc déjà, parce qu'il n'y a pas d'air, pas d'atmosphère. Donc les frottements, voilà. Il n'y a pas de poussée d'Archimède, parce qu'il n'y a pas de fluide. Il n'y a pas de force électrique, il n'y a pas de force magnétique, etc. etc. S'il y en a, on les néglige de toute façon. Il va nous rester que... Alors, il n'y a pas de poids. J'appelle que le poids, c'est propre à quand on est sur Terre ou sur une surface. Comme on peut avoir un poids, mais sur la Lune, mais on est au niveau de la surface. D'accord? Et je rappelle que le poids, c'est les forces de gravitation. Donc là, on a un truc qui se rapproche du poids, mais c'est la force de gravitation universelle. C'est la force créée par le Soleil sur la Terre. Donc c'est un vecteur, hein, qui est égal à G, masse du Soleil, masse de la Terre, sur le rayon au carré. Le rayon au carré, c'est la distance entre les deux. C'est mon D au carré. C'est mon D, qui est ici, qui vaut le rayon. Donc plutôt que de mettre D au carré, j'ai mis R au carré. J'ai un vecteur ici. Donc de l'autre côté, il me faut un vecteur. Donc, je vais juste refaire mon cercle, pour que ça soit plus joli. Hop, je vais effacer ça.
Alors avant, on pouvait faire des figures jolies. Voilà, on va essayer de la déplacer. Oh, non, c'était bon comme ça. Bon, je sais pas comment on fait. On va essayer avec la souris. Donc déjà, voilà. Ça là. Ok, ah zut, on va le faire comme ça. Voilà, on va faire un beau cercle. Ok. Donc, on a la Terre qui est ici. Et on a le Soleil. Et je vais créer un vecteur unitaire. Je vais pas m'embêter, je vais créer un vecteur unitaire que je vais appeler U ici. U, comme ça ici, j'ai U. Remarque, si sur votre schéma qu'on vous donne, vous avez U qui est comme ça pose aucun souci. D'accord? Ça veut juste dire que votre force, créée par le Soleil qui agit sur la Terre, je rappelle que c'est la force de gravitation universelle, qui est égale à G. G, c'est une constante qu'on vous donnera dans l'énoncé, c'est la constante de gravitation universelle. Ne pas confondre, c'est pas 9,81, c'est pas G sur Terre. Donc, fois la masse du Soleil en kilos, la masse de la Terre en kilos, divisé par la distance entre les deux, en mètres, hein. R, il sera en mètres, au carré. Et ici, si c'est ce U là, ben, ma force, c'est une force qui est comme ça, et mon U il est comme ça. Donc, mon U unitaire. Donc, automatiquement, je mets un moins. Pareil, encore une fois, je suis pas en train de faire une poésie, d'accord? Donc, vous prenez votre stylo, vous tracez, vous cherchez, et vous trouvez une solution pour essayer de comprendre. Donc, voilà le bilan des forces. Donc, on n'a qu'une seule force, et c'est la force qui est créée par le Soleil sur la Terre. Une fois qu'on a fait le bilan des forces, on applique la seconde loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Cette deuxième loi de Newton, elle nous dit quoi? Bah, que la somme des forces est égale à la masse de l'objet qu'on étudie fois l'accélération. L'objet qu'on étudie, c'est la Terre. La somme des forces, bah, on a vu qu'il n'y a qu'une seule force, c'est la force de gravitation universelle, c'est G, masse du Soleil, masse de la Terre, sur le rayon au carré, vecteur unitaire U, masse de la Terre. Alors c'est le même M, hein, masse de la Terre. Hein. J'ai mis un petit M, un grand M, mais ils vont s'éliminer. Je rappelle que mon schéma que j'ai choisi, c'est la Terre ici, mon vecteur unitaire ici, d'accord? Et donc comme ça, il n'y a pas de moins qui apparaît. Et ici, j'ai oublié mon égal que je rajoute. Je vais pouvoir éliminer déjà ça. Et je me retrouve avec mon vecteur accélération, qui vaut G, masse du Soleil, sur rayon au carré, vecteur U. Et là, c'est là où on commence à faire des choses intéressantes. Alors, une fois qu'on a ça, on rappelle que le mouvement il est circulaire. Donc ici, vous mettez sur votre copie, on rappelle que le mouvement, vous pouvez dire on a d'après l'énoncé, ou le mouvement est circulaire, parce que c'est donné dans l'énoncé. Et donc A, il vaut dv sur dt, vecteur tangentiel, plus v au carré, sur r, vecteur normal. Je rappelle que quand on a un schéma, un cercle, si votre position elle est ici, position A, le vecteur normal il est comme ça, et le vecteur tangentiel il est comme ça. Si je suis sur cette position là, mon vecteur n il est comme ça, et mon vecteur nt il est comme ça. Ce qui veut dire que ici, n égale u. Attention, si u il est dans l'autre sens, on pourra avoir n égale moins u. Donc ce sera à vous de gérer. D'accord? Donc tout simplement, on va pouvoir égaliser. On va pouvoir égaliser, bah, tout simplement, a égale a. Donc ça, c'est égal à ça. Donc je reprends, j'ai masse du Soleil sur r au carré, bah, vecteur n, puisqu'on a dit que u est égal à n, est égal à dv sur dt tangentiel, plus v au carré sur r, vecteur normal. Juste une petite remarque, hein. Ici, ça veut dire que de ce côté-là, j'ai comme si j'avais 0 tangentiel. Alors je sais que ça va perturber plein de gens, mais tout simplement, si j'ai deux vecteurs qui sont égaux, si j'ai u qui vaut 3i et v qui vaut xi plus yj, dans une base cartésienne, hein, une base classique, tout simplement, si on nous dit que u est égal à v, bah ça veut dire que ici c'est comme si j'avais 0j, et que 3 est égal à x, et que 0 est égal à y. Hein. Mais d'accord, là c'est pareil, j'ai un vecteur ici, j'ai un vecteur ici. Je vais les égaliser, tout simplement, ça vaut ça, et ça vaut ça. Donc on commence par le noir, dv sur dt est égal à 0. Bah, quand une dérivée vaut 0, bah, c'est que ce que je dérive vaut une constante. On vient de démontrer que si on a un mouvement circulaire, parce que je rappelle qu'on est dans un mouvement circulaire, que votre vitesse est constante.
Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez un mouvement circulaire, eh ben, votre vitesse sera constante. Puisque c'est que quand on a une ellipse, hein, qu'on accélère quand on est proche du soleil, si c'est la Terre autour du soleil, et qu'on ralentit un petit peu dès qu'on est loin. D'accord? Il y a du vocabulaire, aphélie, je crois, et le deuxième est périphélie, mais je vous laisse vérifier. D'accord, le vocabulaire, vous l'avez sur vos bouquins. Donc, première chose. Deuxième chose, en rouge, l'égalité. J'ai masse du soleil sur rayon au carré est égal à V au carré sur R. Tout simplement, produit en croix. Pour certains, c'est compliqué le produit en croix, donc je ne sais même pas quoi vous dire. Hein, voilà. On passe R de ce côté-là. Donc G, masse du soleil sur R au carré fois R est égal à V au carré. J'enlève un R, j'enlève V au carré. Et donc V au carré est égal à G, masse du soleil sur R, et je mets une racine, simplement. V est égal à la racine de ce qu'il y a ici, que j'ai pas envie de recopier. Et vous venez de trouver notre vitesse. Vous allez me dire, ok, mais t'es gentil, mais c'est toujours pas notre loi de Kepler, notre troisième. On y arrive. On a presque fini. Allez, il faut s'accrocher. Donc, on sait que le mouvement, il est circulaire. Ça, c'est notre énoncé de base. Je rappelle que c'est dans l'énoncé. Hein. C'est pas vous qui allez dire il est circulaire. On sait qu'il est circulaire. On vous le donnera dans l'énoncé. D'accord? Et donc, on sait qu'il est circulaire, et on vient de démontrer que la vitesse était constante. La norme de la vitesse. Hein. Alors, juste une remarque. Ça peut être un QCM que vous avez. Quand vous avez un mouvement circulaire, si la vitesse est constante, les vecteurs ils sont comme ça. Les vecteurs V1, si ça c'est V1, ils ne sont pas égaux au vecteur V2, hein, si ça c'est V2. Par contre, vous pouvez avoir la norme de V1, ça veut dire V1, qui est égale à la norme de V2, qui est égale à V2. Vous pouvez avoir un mouvement circulaire uniforme. Donc le mouvement il est circulaire, V égale constante, donc maintenant votre mouvement il est devenu uniforme. S'il est uniforme et qu'il y a une vitesse constante, bah, tout simplement, vous allez pouvoir travailler un petit peu sur les périodes, la période de révolution. Alors, une révolution, c'est pas de tourner sur soi-même, hein, c'est pas une rotation. Rotation, je suis debout, je tourne sur mes pieds, hein, je bouge pas trop, quoi, je bouge juste sur moi-même. Et une révolution, je tourne autour de la table. D'accord? Révolution, c'est tourner autour de quelque chose. Rotation, c'est tourner sans vraiment bouger, c'est juste faire une rotation, quoi. Regardez dans un dictionnaire, c'est dans le pire des cas. Donc, on a une vitesse, donc on a un objet qui tourne, et tout simplement, une vitesse, c'est une distance sur un temps. Alors je répète, hein, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit le prof il a dit que cette formule était fausse. Et ben, votre prof il a tort, parce que j'utilise ici vitesse égale distance sur temps, et c'est vraiment cette distance, cette vitesse que je vais utiliser, cette formule que je vais utiliser. Donc votre prof il peut aller se rhabiller. Donc, je vais prendre un temps particulier. Je vais prendre un temps qui s'appelle une période. Attention, c'est pas t tangentiel ici, hein. C'est la période. La période, c'est le temps pour faire un tour. Donc, si je mets en dessous, en division de temps pour faire un tour, ma distance, ce sera de pierre. Pareil, hein. Réfléchissez un petit peu. On ne peut pas revenir sur tout ce que vous avez fait depuis que vous faites des études, hein, depuis quasiment la 6e. D'accord? Donc, une vitesse, une distance sur un temps. Si je prends un temps qui vaut une période, eh ben, la distance parcourue pendant une période, quand je fais un mouvement circulaire, c'est un tour. Et tout simplement, je vais égaliser. Je vais égaliser ça avec ma formule qui est juste au-dessus. Donc V, ici, est égal à la racine de G, masse du soleil, sur R. Alors pour égaliser, je vais mettre au carré. Donc 2pi, parce que c'est plus joli d'avoir des carrés pour avoir de racines, 2pi carré, R carré, sur T carré, alors c'est un fois ici bien sûr, hein, est égal à G, masse du soleil, sur R. Un petit produit en croix, le R il passe ici, le T je vais le garder, le 2pi passe de l'autre côté, et donc j'obtiens R3 sur T2 est égal à G, masse du soleil, sur 2pi carré. Hop, je décale un petit peu ça, sur 2pi carré. Alors, si jamais dans votre bouquin vous avez T2 sur R3, vous réfléchissez, tout simplement, pour trouver ce qu'il faut. Ok, voilà. Et voilà, vous avez 3 notes Kepler. Donc là, vous avez tout fait à peu près. Et après, toutes les autres questions que vous aurez, hein, ça c'est le début de l'exercice en général, et toutes les autres questions, il va falloir réfléchir à ce qu'on vous donne dans l'énoncé. D'accord, ce sera de la réflexion sur d'autres thèmes de culture générale, de connaissances que vous avez de maths et de physique. Voilà pour ça. Refaites bien ça. Normalement, on l'a déjà fait une fois ensemble. Et c'est juste pour vous permettre de bien travailler.